Jusqu'au 6 juin, cette esplanade hébergeait plus de 8000 déplacés internes. Puis, tout est parti en fumée, quand les Russes et l'armée centrafricaine ont mis le feu au camp. Nos équipes sur le terrain nous ont rapporté que le site a été littéralement saccagé, détruit, incendié, y compris même notre point Palu. Et les abris ont été incendiés et ça fait plus de 8000 personnes, 8300 personnes qui ont fui ce site pour se retrouver à la mosquée. Et donc aujourd'hui, la condition humanitaire, la situation humanitaire de ces milliers de personnes est préoccupante. C'est un pays au sous-sol qui regorge de ressources naturelles, diamants, uranium, or et pétrole, une nation au destin tragique qui a longtemps été sous le joug du colon français. Aujourd'hui encore, après 2 guerres civiles, la République centrafricaine souffre de l'action des milices qui sèment la terreur au sein de la population. Il y a quelques semaines, aux médias, nous avons publié un reportage exclusif réalisé par 2 de nos journalistes, Filippo Ortona et Thomas Dietrich. Ils se sont rendus sur place pour raconter les conséquences des guerres civiles qui ont secoué le pays. Des guerres souvent présentées à tort comme des conflits interreligieux. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir parmi nous Thomas. Salut. Salut. Alors, on va revenir ensemble sur les conditions de réalisation de cette enquête et sur le contexte géopolitique en Centrafrique. Une manière pour vous qui nous regardez et qui avez visionné ce reportage, si ce n'est pas le cas, faites-le, d'y voir plus clair. Alors Thomas, déjà, je me pose la question, pourquoi avoir décidé de partir maintenant en Centrafrique? Donc c'était en juin, quand vous avez été tourné. Est-ce qu'il s'est passé des événements notables en Centrafrique dernièrement? Oui, effectivement, en janvier, il y a une rébellion qui est arrivée aux portes de Bangui, qui a été repoussée de justesse, qui a failli s'emparer du pouvoir. Mais finalement, cet épisode n'est qu'un énième couplet dans la chanson tragique qui s'est déroulée en République centrafricaine depuis une décennie maintenant. J'ai vécu en République centrafricaine il y a une dizaine d'années, avant la guerre civile qui s'est déclenchée en 2012. En fait, je voulais comprendre ce qui s'était passé et parler de ce pays, du drame qu'a connu ce pays au monde entier. Alors, c'est vrai qu'en France, le gouvernement de François Hollande, les médias traditionnels, ont présenté la guerre civile qu'il y a eu en République centrafricaine comme un conflit interreligieux entre chrétiens et musulmans. D'ailleurs, c'était fait toujours de manière très condescendante, limite raciste. Finalement, les Centrafricains n'auraient été que des sauvages qui se seraient entretués. Et moi, je me souviens que, par exemple, quand François Ruffin se posait des questions sur qu'est-ce qui a motivé le conflit en Centrafrique, David Pujadas lui avait répondu, mais vous savez, l'armée française, la France, a quand même sauvé la Centrafrique d'un génocide. Donc finalement, ça correspondait bien à l'image qu'on veut donner de la France, qui joue le rôle de chevalier blanc en Afrique. Et moi, je me souvenais de Bangui. J'ai quitté Bangui quelques mois avant la guerre civile, où il y avait, donc en Centrafrique, il y a 85% de chrétiens et 15% de musulmans, où les chrétiens et les musulmans vivaient ensemble, vivaient en parfaite harmonie. Les chrétiens invitaient les musulmans invitaient les chrétiens pendant le ramadan, les gens vivaient ensemble, il n'y avait aucune haine, il n'y avait aucun signe que quelques mois plus tard aurait pu se dérouler un génocide. Donc c'est ça un peu ce que j'ai voulu raconter. Ça veut dire finalement les dessous de cette guerre civile qu'on a présenté un peu hâtivement comme un conflit entre chrétiens et musulmans, même s'il y a eu des actes terribles, des crimes qui ont été commis, une certaine forme de purification. C'est ça que j'ai voulu raconter avec Filippo, et c'est pour ça qu'on s'est rendu en Centrafrique un petit peu pour raconter les dessous de ce drame qui s'est noué, et notamment pour documenter l'influence des puissances étrangères, parce que les Centrafricains ne sont pas les seuls responsables, et de loin, dans le drame qui est survenu en Centrafrique. Alors justement, je pense que c'est important de recontextualiser ce qui se passe en Centrafrique. Et pour ça, j'aimerais que tu nous parles notamment de cette crise qui déchire le pays depuis 2012 à peu près. La Centrafrique a toujours été un pays un peu oublié, enclavé, sans accès à la mer, qui vit un peu comme un réduit sans fenêtre du monde, qui était colonisé par la France, colonisation très dure. On pratiquait l'esclavage. Et en 1960, on a accordé l'indépendance à la République centrafricaine. Mais finalement, comme disait l'ancien président de l'Assemblée nationale, Edgar Faure, on est parti pour mieux rester. C'est-à-dire que la France a continué à maintenir une tutelle sur la République centrafricaine. On y a maintenu un contingent militaire. On mettait les présidents qu'on voulait. Et quand d'ailleurs il ne nous plaisait plus, on les changeait.
l'exemple de Bokassa, qui était l'ami de Giscard d'Estaing, que Giscard d'Estaing a fini par faire renverser par l'armée française. Et pour bien comprendre la crise centrafricaine, on est au début des années 2000. La France ne s'entend pas avec le président Félix Patassé, qui les soupçonne de se rapprocher trop de la Libye, et Jacques Chirac décide de le renverser par un coup d'État et de mettre au pouvoir un général centrafricain qui s'appelle François Bozizé, qui n'a pas la lumière à tous les étages, qui ressemble à un caporal jamais sorti du rang. Alors on se dit que ça sera l'homme de paille idéal, le corneau idéal, et donc on le met au pouvoir, d'ailleurs avec l'aide du voisin tchadien, le Tchad, Idriss Déby, qui est le meilleur ami de la France en Afrique, le meilleur allié, quand bien même Idriss Déby est un afro-dictateur aux mains pleines de sang, et Déby envoie des mercenaires tchadiens qui vont mettre François Bozizé au pouvoir. Donc les Français se disent que bon, de toute façon, ils vont continuer à exercer cette sorte de tutelle, ce qui ne dit pas son nom, sur la République centrafricaine. Sauf que Bozizé va se révéler beaucoup moins docile qu'on ne pensait. Notamment, il y a la question qui va se poser des mines d'uranium. Areva achète 3 mines d'uranium à un prix défiant toute concurrence, complètement faramineux, d'1,8 milliard d'euros à une société canadienne. Et parmi ces 3 mines, il y a une mine qui se situe dans l'est de la Centrafrique, la mine de Bakouma. Bozizé veut sa part du gâteau et il est gourmand, il réclame toujours plus à Areva et Areva ne lui donne pas ce qu'il veut. Donc ça va créer une sorte de brouille. Bozizé va refuser de signer certains documents officiels pour permettre à Areva d'exploiter la mine. Ça va devenir de plus en plus tendu entre Paris et Bangui. Moi, je me souviens que quelqu'un qui avait assisté à une conversation entre Nicolas Sarkozy et François Bozizé au téléphone disait que Sarkozy lui avait dit, en ces termes exacts, il a dit « Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, c'est nous qui t'avons mis là, on te dégage ». Le mot était employé, on te dégage. Donc ça montrait bien un petit peu le rôle que pouvait avoir Paris dans ça. Mais malgré ça, Bozizé va continuer sur sa lancée. Il va commettre un crime de lèse-majesté. Il va donner le pétrole aux Chinois, un gisement de pétrole sur lequel l'orne totale. Il faut savoir qu'effectivement, la Centrafrique est un pays qui regorge, tu l'as dit tout à l'heure, de ressources, 700 indices miniers, l'uranium, l'or, les fameux diamants de Bokassa, mais aussi le bois précieux, le bétail. Et donc ça attire des convoitises. Et on est au début des années 2010, et c'est la grande période de l'aventurisme militaire français. Donc sous Nicolas Sarkozy, avec la Côte d'Ivoire en 2010, avec la Libye en 2011, et c'est ce qui va se passer en Centrafrique en 2012. Ça veut dire finalement, on va monter des opérations militaires qu'on va draper d'un bel idéal, on vient implanter la démocratie, on vient renverser le dictateur, mais en réalité, on renverse un régime qui ne nous convient pas pour mettre un régime plus acceptable, en tout cas qui soit plus lié aux intérêts français. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe en Libye, avec des conséquences tragiques. Et en Centrafrique, ça se passe sous François Hollande, mais finalement c'est le même système, notamment c'est Benoît Puga, le chef d'état-major particulier de Nicolas Sarkozy, puis de François Hollande, qui est à la manœuvre. En Centrafrique, on va faire la même chose. On va essayer de renverser François Bozizé. Et c'est ça le point de départ de la guerre civile en Centrafrique. C'est-à-dire qu'il y a un deal qui va se passer entre François Hollande, qui vient d'arriver au pouvoir en 2010, et Idriss Déby. Ce qui se passe, c'est que François Hollande a un problème majeur, c'est qu'au Mali, c'est très loin de la Centrafrique, mais tu vas voir que c'est lié. Au Mali, il y a des djihadistes qui occupent le Nord Mali, et la France sait, on est fin 2012, qu'elle va devoir envoyer des militaires pour écraser les djihadistes. Le problème qu'a François Hollande, c'est qu'il ne peut pas se permettre d'envoyer beaucoup de soldats français au sol et d'avoir des dizaines de morts. L'opinion publique ne supporterait pas d'avoir des dizaines de morts parmi les militaires français. Donc, ils vont appeler Idriss Déby à la rescousse, puisque l'armée tchadienne est parmi une des armées les plus courageuses, les plus entraînées, qui est aguerrie dans ces terrains désertiques, pour lui demander un peu de jouer le rôle que jouaient les tirailleurs à la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire d'aller au sol. Et Idriss Déby va envoyer ces soldats tchadiens qui vont être d'un grand concours à l'armée française. Mais en échange, c'est là que la Centrafrique rentre dans le jeu, François Hollande va confier, entre guillemets, la Centrafrique en gérance aux voisins tchadiens, à Idriss Déby. C'est-à-dire qu'on s'est dit que, bon, finalement, en Centrafrique, on n'arrête pas de mettre des présidents qui finissent par nous trahir, nous Français. Alors on sait qu'Idriss Déby est notre copain. Alors on va lui filer la Centrafrique, parce qu'il lorne dessus, parce que le Tchad a toujours considéré la Centrafrique comme une sorte de dominion, et il pourra exploiter les richesses. Et d'ailleurs, ça se voit dans les dates. Le 5 décembre 2012, il y a la première rencontre entre François Hollande et Idriss Déby à l'Élysée. Le 9 décembre, 4 jours plus tard, il y a une rébellion qui apparaît, comme par enchantement, au nord de la Centrafrique. Cette rébellion, elle va s'appeler la Séléka, ce qu'on appelle Alliance en Sango. Et elle va être composée, non pas de centrafricains, d'opposants centrafricains, mais principalement de mercenaires tchadiens et soudanais, une sorte de lit de l'humanité
qu'on a réuni à N'Djamena, qu'on a mis sur des véhicules de l'armée tchadienne qu'on a maquillés et qui va foncer sur la capitale centrafricaine Bangui, profitant de la déliquescence de l'armée centrafricaine de François Bozizé, parce que personne n'avait envie de se battre pour François Bozizé, qui était dans une dérive non seulement autoritaire mais aussi mystique. Et le 25 mars 2013, la Séléka entre dans Bangui. Pour te dire, il y avait un bel hôpital qui s'appelle l'hôpital de l'Amitié, qui était construit par la coopération chinoise. La Séléka a commencé à le bombarder, ils croyaient que c'était la présidence. Donc ça te montre à quel point ces gens-là n'étaient absolument pas originaires de Centrafrique. Et ça s'est fait sous les yeux du contingent français qui était présent à Bangui. Il y a eu des massacres. On a chassé François Bozizé, ce qui était une chose, on pouvait le concevoir. Mais il y a eu des massacres, des pillages, des viols de femmes dans des églises, des choses qui n'avaient jamais existé en République centrafricaine auparavant. Et l'armée française a permis la progression de cette horde de mercenaires, de cette Séléka-là, en donnant des informations à la Séléka sur les positions de l'armée française, sur les positions de l'armée centrafricaine. Il y avait même des chefs de la Séléka qui ont été blessés, qui ont été évacués par l'armée française et soignés à Libreville. Donc il y a eu un soutien à cette horde criminelle-là. Une fois que la Séléka est arrivée à Bangui, on a mis un homme de paille au pouvoir qui s'appelait Michel Djotodia, qui était président, qui d'ailleurs était gardé par des mercenaires français, des anciens parachutistes, mais les décisions étaient prises à Paris et aussi à N'Djamena au Tchad. Et très clairement, la Séléka a régné par la terreur pendant presque un an, multipliant les massacres, les pillages, et créant un peu le conflit interconfessionnel qui allait survenir, mais qui n'existait pas avant en Centrafrique. Alors justement, dans votre reportage que vous avez fait avec Philippot, il y a de nombreux personnages, et notamment un ex-chef de milice. C'est quand même pas rien. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer tout ça sur place? Est-ce que c'était dur? On rencontre effectivement Abdoulaye Hissène, qui était un des chefs de la Séléka, qui est un personnage quand même assez étrange, puisqu'il a fait un moment décapiter, donc lui-même est musulman, il a fait décapiter un jeune musulman pour faire croire que c'était les milices chrétiennes qui avaient commis des crimes et raviver la tension interconfessionnelle, parce que ces seigneurs de guerre ont vécu sur finalement le morcellement de la Centrafrique, sur le chaos qui régnait en Centrafrique. Il y a quand même près de la moitié de la population qui a été déplacée à un moment ou à un autre. Il y a eu des dizaines de milliers de victimes. Donc ces chefs de guerre ont prospéré et ont fait beaucoup d'argent en contrôlant les différents trafics, les pierres précieuses, etc. Abdoulaye Hissène était un trafiquant de diamants. Et l'armée française, à aucun moment, n'a pu endiguer ce phénomène-là, bien au contraire. C'est-à-dire que même quand on a monté, donc fin 2013, on se rend compte que la Séléka est catastrophique, fait trop de massacres. En face, il y a des milices chrétiennes qui se sont composées, qui s'appellent les anti-Balaka, qui commettent des crimes, non pas contre les mercenaires de la Séléka, qui sont venus d'ailleurs, mais contre les musulmans qui ont toujours vécu en Centrafrique depuis générations et qui ont toujours vécu avec eux. Donc ça crée une sorte d'affrontement interconfessionnel qui n'existait pas avant, avec des choses absolument atroces, des actes de cannibalisme. À Mbaïki, à 150-160 km au sud de Bangui, c'est jusqu'au dernier musulman qui a été exterminé. Donc il y a eu véritablement des actes d'éradication d'une religion. Et l'armée française n'a pas su endiguer ça, parce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est notamment le chef d'état-major particulier de François Hollande, Benoît Puga, qui monte cette opération-là. Benoît Puga était en Centrafrique dans les années 80, et il se dit que l'armée française va arriver, va tirer 3 coups de feu en l'air et ça va se régler. Sauf qu'il ne se rend plus compte que l'Afrique a changé, la Centrafrique a changé, et le chaos qu'a instillé finalement la France en voulant remplacer François Bozizé est irrémédiable. Et c'est pour ça que, par exemple, des militaires français ont été traumatisés par ça. On a envoyé des gamins qui sont revenus complètement déboussolés, à la limite de la folie, parce qu'ils avaient vu des choses atroces, parce qu'ils ne savaient pas pourquoi ils se battaient. Et que la France était incapable ou ne voulait pas régler la situation qu'elle avait elle-même créée en Centrafrique. Parce que, comme moi j'entends dire que la France a sauvé la Centrafrique d'un génocide, ben non, c'est le contraire. Ça veut dire qu'on a créé les conditions de la déstabilisation de ce pays-là. On est presque 20 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, où la France a fauté, où la France a soutenu le gouvernement génocidaire Hutu. Et 20 ans plus tard, on a recommencé, au nom de la préservation d'un précaré, au nom de la préservation d'une puissance française. C'était Louis Guiringaud, le ministre des Affaires étrangères de Valéry Giscard d'Estaing, qui disait que l'Afrique, quand même, c'est le dernier continent où, avec 500 hommes, la France peut changer le cours de l'histoire. Alors c'est extraordinaire, c'est chez nous, et on est prêt à causer des dizaines de milliers de morts, de victimes, pour maintenir notre puissance et pour mettre des présidents qui nous seront favorables. Et je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse le bilan de la responsabilité de la France en République centrafricaine. Il faudra qu'un jour, la France demande pardon à genoux au peuple centrafricain pour le mal
qui a été fait. Et que les responsables politiques, parce que c'est très bien d'envoyer par exemple des gens comme Abdoulaye Hissène, alors lui il est libre, mais il y a certains responsables de la Séléka, des responsables des milices chrétiennes anti-Balaka qui sont envoyés à la Cour pénale internationale. C'est une chose. Mais on n'a jamais jugé la responsabilité des puissances étrangères, et notamment de la France, des décideurs politiques. Je pense notamment à Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre de la Défense de François Hollande et qui est le tout-puissant ministre de l'Afrique, et qui a contribué à ce deal complètement absurde. On a fait une sorte de Bush en Afrique, hein. On s'est pris pour George W. Bush, on allait renverser, déstabiliser les pays, simplement, visiblement, pour protéger notre précaré. Et bien sûr, tout ça a été englobé d'un grand discours sur les droits de l'homme, hein, très paternaliste, très Troisième République, la mission civilisatrice de la France, alors que c'était du flanc. Justement, dans le reportage, vous parlez beaucoup des compromissions de l'armée française qui était présente en Centrafrique à l'époque, et plus particulièrement, vous vous attardez sur un massacre qui a eu lieu à Bangui en 2014. Le 29 mars 2014, donc la Séléka finit par rendre le pouvoir, elle est complètement discréditée. On met un président de transition, mais une présidente de transition en l'occurrence, mais elle ne contrôle rien du tout. Les massacres continuent. Les Français sont incapables d'empêcher le massacre des musulmans, les vengeances des anti-Balaka sur les musulmans. Et Idriss Déby fait une chose, il envoie des militaires tchadiens de la garde présidentielle en Centrafrique. Le motif officiel, c'est d'évacuer les derniers ressortissants tchadiens musulmans encore vivants qui vivaient au kilomètre 5, parce que c'est les pays voisins, beaucoup de commerçants tchadiens, donc bon, c'était plutôt louable. En fait, c'est une vengeance. Il ne supporte pas que son entreprise finalement ait échoué, que la Séléka, qui était sa création, ait été chassée de Centrafrique. Donc ils arrivent devant Bangui et se mettent à tirer, à l'arme lourde. Comme ça, sur le grand axe qui va jusqu'au centre-ville, ils tirent. Ils tirent, ils tuent des femmes, des enfants, des chrétiens, des musulmans, ça n'a pas d'importance. C'est une vengeance. C'est une vengeance. Et donc, la population qui est apeurée commence à affluer vers une position de l'armée française qui occupe une gendarmerie, pensant que les Français vont arrêter le massacre, vont les sauver, vont les protéger, vont prendre en charge les blessés. Et l'armée française ne bouge pas. Elle reste là. Elle regarde. Elle regarde. Officiellement, il y a un rapport de l'ONU qui parle de 30 morts. En réalité, c'est sans doute beaucoup plus. Et comme aux pires heures du génocide des Tutsis au Rwanda, quand on regardait les Tutsis se faire massacrer, les derniers Tutsis de Bicécéro se faire massacrer par les Hutus, et quand on restait l'arme au pied, hein, c'est pareil. Et je peux même te dire une chose, c'est que des sources m'ont indiqué que les militaires français qui étaient sur place, qui bien sûr, comme n'importe quel être humain, étaient choqués par ce qu'ils voyaient, ont demandé l'autorisation à leur hiérarchie d'intervenir pour arrêter le massacre. Il ne s'agit pas d'aller tuer les Tchadiens, mais il fallait arrêter le massacre. Et Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, ami personnel d'Idriss Déby, refuse à 2 reprises. Donc ça veut dire qu'on a laissé un massacre se passer au nom d'une amitié avec un dictateur, au nom de la déstabilisation d'un État, parce que le Tchad et la Centrafrique, les populations sont les mêmes, traversent, il n'y a pas d'antagonisme entre ces 2 pays. Ce sont des pays étrangers. On parlait de la France, du Tchad, on pourra parler du Congo-Brazzaville, on pourra parler plus tard de la Russie. Finalement, on déstabilisé ce pays pour des intérêts de puissance, mais aussi pour se procurer les immenses richesses. Alors justement, puisqu'on parle donc du rôle des puissances étrangères, notamment de la France en République centrafricaine, il faut aussi rappeler qu'il y a un rapport de l'ONU qui a accusé les soldats français de viol sur des enfants en Centrafrique. Il y a une procédure judiciaire qui avait été lancée d'ailleurs en juillet 2014 en France. On en est où aujourd'hui par rapport à ça? C'est-à-dire que c'est un rapport de l'ONU qui révèle qu'au cours de l'année 2014, les soldats français ont commis des viols sur des mineurs, sur des enfants, dans des conditions assez sordides, c'est-à-dire qu'on est dans une période de guerre, il y a des camps de réfugiés, il y a des enfants qui ont faim, et donc il y a des choses qui se passent, atroces, qui se passent contre une boîte de sardines, contre une bouteille d'eau, enfin d'eau potable, et c'est pas des cas isolés, c'est des cas qui se répètent. Et donc il y a un fonctionnaire des Nations Unies qui fait fuiter le rapport dans le Guardian, la presse britannique, hein, la presse française vivement, était assez courageuse, et il y a une instruction qui est ouverte en France. Parce qu'il faut quand même se rendre compte de quelque chose. Quand la France intervient dans des pays africains notamment, elle signe des accords avec ces pays-là. C'est-à-dire que les militaires français, y compris hors de leur service, pour ce qu'ils pourraient faire, je ne sais pas, quand ils sortent le samedi soir, sont irresponsables devant la justice locale. Ils ne peuvent être poursuivis que par la justice française. Et donc il y a une enquête qui va se passer, qui va déboucher sur un non-lieu très contesté. Les associations de victimes ont notamment soulevé que, par exemple, les enfants avaient été auditionnés bien plus tard, sans la présence d'avocats ou sans la présence de psychologues, alors qu'on est quand même dans des affaires très lourde, et on ne fera jamais la lumière sur ça. Heureusement, il y a des journalistes comme Justine Brabant, Léa Milano, qui ont sorti un bouquin qui s'appelle Mauvaise troupe, qui parle de ces excès, de ces gamins qu'on a envoyés, de soldats français qu'on a envoyés en Centrafrique, qui étaient là sans but,
et voilà, qui se sont pris un peu pour les rois du monde et qui ont laissé libre cours à leurs penchants, y compris les plus sordides. Et moi, je peux te dire que je les voyais, les militaires français à l'époque. C'était avant la guerre civile. Mais ils se comportaient déjà de manière atroce, notamment avec les femmes. Mais je me souviens qu'ils faisaient une scène que j'ai vue, un rodéo. Ils faisaient des rodéos, ils faisaient des courses de bagnole le soir dans Bangui. Donc ils étaient complètement bourrés. Voilà, il y avait une grande avenue qui s'appelle l'avenue des Martyrs, ils faisaient des rodéos là-dessus. Et puis un soir, moi je suis dehors, et puis, quelques centaines de mètres, il y a un véhicule de l'armée française qui renverse un gamin des Russes, qu'on appelle des Godobés là-bas. Le gamin a des fractures, notamment une fracture ouverte. Et normalement, ce que tu fais dans ces cas-là, c'est que tu emmènes la personne que tu as renversée à l'hôpital. C'est son objectif. Le véhicule français, au lieu de ça, veut repartir, veut fuir. La foule s'agglutine, c'est comme ça que je le vois, la foule s'agglutine autour du véhicule français, de la Jeep française, et les militaires français sortent avec leurs armes, ils menacent la foule avec des insultes racistes. On a entendu ça. Et finalement, ils partent, laissant le gamin qui a été transporté à l'hôpital par la foule, par les gens qui étaient là, hein, finalement, les riverains. Et ça montre bien le comportement complètement à rebours de toute la communication qui a été faite par la diplomatie française, par le gouvernement français, c'est-à-dire, disons, une armée française au service des populations. Tu vois, quand tu vas à Bangui, tu as des panneaux partout, qui sont d'ailleurs beaucoup plus présents que la propagande russe. Des panneaux payés par le ministère de la Défense en disant français, hein, donc France et Centrafrique, frères d'âme depuis toujours. Alors que finalement, la France a fini par plier armes et bagages en 2016, ne maintenant qu'un tout petit contingent qui est encore à l'aéroport, sans avoir pu régler le problème. Tu avais quand même, c'était pas la partie militaire, mais tu avais quand même un ambassadeur de France qui était présent pendant la pire période, hein, donc la période la plus intense de la guerre civile, de 2013 à 2016, qui s'appelle Charles Manina, qui se prenait pour le président de la Centrafrique, qui était soupçonné d'avoir des accointances avec certaines milices, mais surtout qui a fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il a été mis à la retraite d'office par le Quai d'Orsay, parce qu'il délivrait des visas de complaisance, des faux visas, pas à n'importe qui, à des islamistes qui venaient pas seulement de Centrafrique, mais des pays voisins, notamment de Boko Haram, et qui se sont retrouvés en France, et tout d'un coup, le renseignement intérieur français a dit mais oui, mais on voit dans des mosquées, il y a des gens un peu bizarres qui arrivent de Centrafrique et tout ça, ils ont tiré la sonnette d'alarme, donc il y a eu une enquête, on a mis ce monsieur-là à la retraite, mais il n'a jamais été jugé, alors que peut-être sa place serait devant un tribunal. Donc voilà, ce cas individuel, comme l'épisode que je t'ai raconté avant, justifie en fait le fait qu'une partie de la population centrafricaine soit en colère. Et ça on l'a senti, ce ne sont pas seulement les trolls russes, ce ne sont pas la propagande russe, c'est la population aussi qui se dit, mais ce pays avec qui on a tant partagé, même si c'était forcé, avec qui on partage toujours une langue, avec qui on a une histoire en commun, nous a fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, les soldats français ont laissé la place donc, à d'autres forces militaires étrangères. On a déjà un peu parlé du rôle des forces tchadiennes pendant toute cette dernière décennie. Mais il y a aussi eu après les paramilitaires russes. Est-ce que tu peux nous parler de leur rôle aujourd'hui en Centrafrique? Oui. Parce que vous en parlez beaucoup aussi pendant le reportage. Oui, c'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je t'ai dit, l'armée française l'opération Sangaré s'arrête en octobre 2016. Il y a une mission de l'ONU qui est là depuis 2014, donc qui est une mission très conséquente. Il y a 12 000 hommes, 12 000 casques bleus. Mais comme toutes les missions de l'ONU, ils n'arrivent pas à arrêter le conflit en cours. Hein. Ça fait 20 ans, ça fait des années qu'ils sont là au Congo, ils sont là depuis 2014 en Centrafrique, sans jamais pu régler, malgré les moyens mis en œuvre. Il y a quand même 1 milliard d'euros qui est mis sur la table par an, et on retrouve les mêmes accusations qu'avec l'armée française, les abus sexuels commis par les casques bleus, les collusions avec telle ou telle milice, voilà, on retrouve ça. Donc, finalement, le nouveau président centrafricain qui a été élu en 2016, qui est Faustin Archange Touadéra, qui est l'ancien Premier ministre de Bozizé, mais qui est, bon, c'est pas Sankara, mais c'est quand même un professeur d'université, professeur de mathématiques, ancien recteur de l'université de Bangui, donc quelqu'un qui est, on va dire, plus solide que ne l'était François Bozizé, hein, qui est une sorte de soudard, n'a pas les moyens de se défendre. Surtout qu'il y a un embargo, qui est là depuis 2013, sur les armes. Donc, l'embargo a été compréhensible à l'époque, puisqu'il fallait empêcher les groupes armés de s'armer, de faire venir des armes et de se renforcer encore. Mais le problème, c'est que ça empêche aussi l'armée centrafricaine d'avoir les moyens de combattre les groupes rebelles, qui étaient encore nombreux en 2016. Donc finalement, l'armée française se retirant, d'ailleurs c'est Emmanuel Macron qui dit à Faustin Archange Touadéra, ouais, mais vous devriez aller voir les Russes. D'ailleurs c'est lui qui le dit. Et donc, Touadéra va voir Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de Poutine, et ils envoient des instructeurs, du matériel militaire, et petit à petit, les mercenaires de cette firme qu'on appelle Wagner,
qui n'ont aucune existence légale, mais qu'on retrouve beaucoup à l'œuvre en Syrie, en Libye, même au Mozambique, voilà, donc qui est un peu la tête chercheuse de l'influence russe dans le monde. Et donc ils viennent sur place. Bien évidemment, ce n'est pas des enfants de cœur. On les a croisés, d'ailleurs, il n'y a pas que des Russes. Il y a des Ukrainiens, il y a des Tchétchènes, il y a des Syriens. Voilà, ils ne sont pas là pour les beaux yeux de la princesse ou pour aider les soldats, pour aider la population centrafricaine. Mais en tout cas, ils font preuve d'une certaine efficacité, puisqu'ils ont permis, ce qui est une première, à la République centrafricaine, en tout cas au gouvernement centrafricain, de reprendre la quasi-totalité du territoire national, ce qui n'était plus arrivé depuis le début des années 2000, même si effectivement ils sont coupables d'exactions et qui se remboursent sur la bête, parce qu'évidemment ils ne sont pas là pour les beaux yeux de la princesse, ils sont là parce qu'ils peuvent bénéficier de la manne, les diamants, l'or, ils ont même contrôlé pendant plusieurs mois une partie de la douane centrafricaine, donc évidemment il y a une sorte de deal, mais au moins eux ne se drapent pas dans les droits de l'homme, pour mener leurs actions en Centrafrique. D'accord. Alors justement, si on considère tout ce que tu viens de nous expliquer, quel avenir il y a aujourd'hui pour la population centrafricaine puisque donc, on le voit d'ailleurs dans le reportage, ça va mieux quand même qu'il y a quelques années. Il y a moins de massacres qui ont lieu, mais il y a toujours des problèmes et des poches sporadiques un peu où il se passe encore des choses assez graves. On n'est pas seulement resté à Bangui, on est une des seules équipes de journalistes qui a pu sortir depuis 6 mois, depuis l'attaque qu'il y a eu en janvier sur la capitale Bangui, qui a pu sortir de la capitale et aller en province. Donc on est allé à Bambari, au centre du pays, qui est un peu une Centrafrique en miniature, qui concentre tous les problèmes de la Centrafrique, depuis l'époque de la Séléka jusqu'à la présence aujourd'hui des Russes. Ça veut dire qu'en 2013, quand la Séléka est arrivée, il y a un chef de guerre qui s'appelle Ali Darassa, qui s'est installé à Bambari, qui était pas du tout centrafricain, il venait de la frontière tchado-nigérienne. Donc il s'est mis en place, il est de la communauté Peul, et évidemment, les Peuls qui étaient assez persécutés parce que ce sont des nomades qui étaient souvent rackettés, se sont mis un peu sous son aile. Mais il n'en reste pas moins qu'Ali Darassa a commis des massacres, des pillages. Et pour ça, d'ailleurs, il a été, non pas jugé, mais récompensé. Puisque le secrétaire général adjoint de l'ONU, le français Lacroix, en 2019, on l'a installé comme autorité militaire de Bambari, donc en récompense de tous ces crimes. Et d'ailleurs, il y a un rapport de l'ONG américaine The Sentry qui a montré que Castel, le brasseur français, qui a une usine de sucre via une de ses filiales là-bas, a payé des redevances à ce chef rebelle-là pour continuer à faire tourner son usine. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au début de l'année, après plusieurs allers-retours, finalement, ce chef rebelle-là a été chassé de Bambari lors d'une attaque menée par l'armée centrafricaine, appuyée par les paramilitaires russes, et aussi l'armée rwandaise, puisque, on l'oublie souvent, mais les forces rwandaises appuient le président Faustin Archange Touadéra dans sa reconquête du territoire. Et effectivement, on a pu rencontrer des populations, notamment de la communauté Peul. Effectivement, les mercenaires russes ont commis des exactions, ont commis des bavures, notamment dans une mosquée, en tirant sur des civils. Et toute la lumière doit être faite là-dessus. Parce qu'évidemment, la population en souffre, parce que les mercenaires russes peuvent avoir une certaine efficacité, il n'en reste pas moins qu'ils ont commis des exactions et qu'ils font preuve d'une certaine brutalité à l'endroit de la population. Je peux dire qu'à Bambari, ils ne sont pas forcément très aimés. D'ailleurs, c'est tout à l'honneur du gouvernement de la République centrafricaine qui a reconnu, peut-être après les pressions, mais qui a reconnu le fait que les paramilitaires russes, les partenaires russes, ont commis aussi des atteintes aux droits de l'homme, comme d'ailleurs commettent aussi les rebelles qui continuent à exister par poche un peu sporadique. Et pour la République centrafricaine, moi ce qu'on peut finalement souhaiter, c'est qu'au-delà des ingérences françaises, des ingérences russes et des ingérences des autres pays, c'est un pays qui arrive à se reconstruire. On a souvent considéré la République centrafricaine comme une sorte d'État néant, d'État failli. Peut-être, sans doute, mais c'est un pays où les gens sont résilients, où les gens ont appris à revivre ensemble. Après les drames, les horreurs qui se sont passées, c'est pas rien quand même de vivre avec un voisin qui a peut-être commis des crimes contre votre famille, c'est pas rien. Ou aussi il y a une langue qui est là, une langue nationale. Je parle du sango, qui est la langue nationale, en plus du français, qui est parlé en Centrafrique du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est un ferment pour qu'une nation puisse advenir. Donc moi, je suis assez optimiste. J'espère que justement la Centrafrique pourra arriver à se reconstruire par elle-même, par ses propres habitants, par ses propres enfants, et pourra laisser ses démons derrière elle. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter après tout le mal qu'elle a connu.
Merci Thomas d'être venu sur le plateau du Média pour nous parler de la Centrafrique. Donc vous avez réalisé un reportage avec Philippot qui est sorti il y a quelques semaines et qui est toujours disponible sur le site du Média TV. Et donc vous étiez parti 2 semaines, il me semble, c'est ça, pour 2 semaines de tournage. Donc voilà, on vous le rappelle quand même, ça coûte cher de faire des reportages, notamment quand c'est à l'international. Donc si vous pouvez continuer à nous soutenir, faire des dons, abonnez-vous aux Médias pour qu'on puisse continuer à produire de l'information comme ça de qualité. Merci Thomas en tout cas d'être venu. Merci.